Ouah, une vidéo française sur le W, ça fait du bien, hein? C'est sûr que c'est ce que tu t'es dit avant de te retrouver ici. J'avoue, j'avais envie d'en parler, car faut dire ce qui est, hein. Ce n'est pas pour cracher sur la WWE, mais sous Triple H, depuis TKO, elle devient frustrante à regarder par moments. Au point même, parfois, d'oublier pourquoi on aime le catch. J'avoue. Mais bien heureusement, le catch ne s'arrête pas à la WWE, il y a beaucoup d'autres compagnies. Et justement, la WWE existe, et elle propose quelque chose de très différent. En plus, depuis 2025, là, elle envoie du lourd. Du coup, dans cette vidéo, je te donne 5 raisons de regarder la WWE, et je te dis même comment regarder les shows. Quoi? Mais avant, si t'aimes mon contenu, abonne-toi. Sur ce, générique pourri. Oh. Oh, c'est l'intro ça? Ouais, ouais, ouais de l'eau. C'est de l'eau. Ouais. Oh, c'est l'intro ça? Ouais, Oh, c'est très bien. ouais, ouais, Cette intro, c'est de l'eau. ouais de l'eau. À l'heure actuelle, la EW est clairement la deuxième plus grosse compagnie de catch au monde, et ce n'est un secret pour personne. Carrément, la WWE fait tout pour que ce soit la TNA qui prenne cette place. Mais quand tu vois la manière dont ils traitent les stars de la TNA pendant leur collab là, des fois t'en viens à te demander si ce n'est pas du sabotage même. Après au moins ça fait plus d'exposition pour la TNA, et en plus la TNA a un contrat avec une plus grosse chaîne TV, donc qui sait, la compagnie peut peut-être revenir à son prime, hein. Mais revenons-en à la EW, c'est ce qui nous intéresse ici. Avant toute chose, il est important de préciser qu'il ne faut pas s'attendre à une WWE 2.0. La EW a sa propre identité, ses codes, son style, son public et son format. On peut aimer ou ne pas aimer, mais au moins ce n'est pas une copie. C'est un produit différent. Donc si vous regardez la EW, il est important que vous ne vous attendiez pas à voir la même chose qu'à la WWE, ni qu'elle suive exactement les mêmes codes. Même si on peut retrouver quelques points communs, comme par exemple 2 shows hebdomadaires principaux, Dynamite qui est un peu leur Raw, Collision qui est un peu leur SmackDown, et bien déjà il n'y a pas de draft. Le roster n'est pas scindé en deux. Aussi, à l'AEW, il y a plus de titres solo. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a le titre national, le titre TNT, le titre continental. Ça fait déjà là 3 titres mid-card plus ou moins prestigieux. Je les ai cités du moins au plus important selon moi. Le titre mondial et des titres trio en plus des titres par équipe. Quoi? Et chez les femmes, un titre TBS pour la mid-card, hein, un titre mondial et les titres par équipe. Déjà là, on peut s'y perdre, aimer ou ne pas aimer, mais au moins c'est différent. Moi perso, je n'aime pas quand il y a trop de ceintures, mais à l'AEW, ça ne m'empêche pas de kiffer le programme. Aussi, la compagnie a de la chance d'être bien stable financièrement. Le show passe sur une bonne chaîne du groupe Warner aux États-Unis. Le patron, c'est Tony Khan, un gars super riche. C'est pour ces raisons, c'est une solide alternative à la WWE qui peut se permettre de signer des gros noms. Rien que pour tout ça, la compagnie a une certaine crédibilité. Sans surprise, j'étais obligé de parler du in-ring parce que c'est clairement la grande force de la l'AEW. Les matchs sont excellents et surtout il y en a pour tous les styles. T'aimes la lucha libre? Il y en a beaucoup. T'aimes les combats bien bourrins? Il y en a. T'aimes la violence? Il y en a. T'aimes la voltige? Il y en a. T'aimes les combats plus techniques? Il y en a aussi. Il y a même du comedy wrestling. Franchement, c'est varié, il y a tout. De l'action, de l'intensité, du drama, du storytelling. Et il y a un point que j'ai remarqué depuis des années à l'AEW et qui fait une énorme différence, quelque chose qui m'avait manqué, hein, c'est que les catcheurs paraissent plus importants dans leur exposition. Même quand ce sont des catcheurs de la mid-card dans des matchs basiques, des fois tu as l'impression d'assister à un vrai rendez-vous. Quand tu vois une affiche comme par exemple John Moxley contre Shelton Benjamin, tu sais que ça va compter. Tu sais que ça peut être intense, sérieux, disputé. Ce même match à la WWE en weekly, soyons honnêtes, on sait tous que ça serait plié en 2-2. Pas parce que les catcheurs sont nuls ou je sais pas quoi, hein, mais plutôt parce que le booking te montre clairement que ce n'est pas important. Carrément, même en voyant la présentation de certains catcheurs, la manière dont ils sont exposés, tu ne t'attends même plus à rien en fait. Là où à l'AEW, les catcheurs sont plus pris au sérieux. Même les catcheurs qui n'ont pas de direction particulière ou qui sont là pour perdre, hein, ça n'empêche pas d'avoir du bon spectacle. Donc si tu aimes vraiment le catch, avec l'AEW tu te régales, hein. Il y a même des moments qui te font te rappeler pourquoi tu aimes le catch. Des moments qui te font dire « Et vive le catch bordel !» Et oui, parfois ils en font trop, c'est vrai. C'est quoi ça, hein? Mais au moins, il y a une chose qu'on ne pourra pas leur enlever, c'est qu'on ne pourra jamais dire qu'ils ne laissent pas assez de place au catch, qu'il y a trop de remplissage et pas assez de catch. Ça, c'est impossible. Le catch, c'est leur spécialité. Et attention, ce n'est pas parce que la WWE mise beaucoup sur le in-ring qu'elle néglige les storylines et les personnages, hein. Parce que je peux l'entendre, surtout quand tu es habitué à la WWE comme moi, je crois qu'on est d'accord pour dire que le in-ring c'est bien. Mais si derrière on ne raconte rien, il n'y a pas de personnages, pas d'histoire, juste des gens en culotte qui font des galipettes. Attends, c'est bizarre ce que j'ai dit là. Bon, vous avez compris, vous avez compris. S'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas que c'est nul, mais tu n'auras pas de raison de vouloir voir une suite. Pas d'intérêt à suivre chaque semaine. Donc faut raconter quelque chose pour donner une raison de s'investir. Et ne vous inquiétez pas, l'AEW le fait, et même assez bien. Par contre, soyons honnêtes, 2023-2024 là, c'était compliqué, hein. Moi-même, j'avais décroché alors que je suivais depuis le lancement en 2019. Il y avait trop de choses qui m'avaient dégoûté, l'immaturité de Tony Khan, les histoires mal gérées entre CM Punk, Jack Perry, les Young Bucks et compagnie, la qualité des storylines, le booking de stars comme Wardlow, le forcing avec Chris Jericho.
Même les changements au niveau visuel, je n'aimais pas du tout la direction prise. Mais depuis 2025, là, il y a clairement une remontada, hein, une renaissance. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je retrouve clairement ce que je kiffais à l'époque. Une écriture plus cohérente, des storylines qui avancent, moins de rivalités étirées pour rien, des alliances, des factions, de la discorde, des trahisons, des règlements de compte, de la baston en coulisses, des surprises, des retours. Et bien sûr, du fun. J'aime beaucoup par exemple les interactions entre Orange Cassidy et Tony Storm. Ça, c'est le cerise. Je vais goûter si la fraise. Et le gourmand divertissement. En plus, oui, il y a des faces et des heals, c'est la base du monde du catch, mais il y a plus de profondeur, des zones grises. C'est moins manichéen que juste les gentils et les méchants. Il y a des relations qui sont complexes, des catcheurs qui sont imparfaits, plus humains, qui ont leurs démons, qui ont traversé des arcs de rédemption. Quand tu prends la personnalité de certains catcheurs, tu sens que c'est plus réaliste et qu'ils ont plus de liberté pour s'exprimer, parfois même un peu trop. Mais justement, ça fait son charme. Un vrai contraste avec la WWE qui est beaucoup plus cadrée, où tout est mainstream, tout est sous contrôle, tout est lisse, on ne prend pas de risques. L'AEW ose, même si des fois elle se plante. Et on a aussi des scénarios plus matures, plus adultes, vu que l'AEW n'est pas classé PG, mais edgy, donc adolescent et adulte. C'est donc plus trash, moins bridé, plus gore même par moment. Et ça, c'est très bien. Je regarde le catch depuis l'époque de Catch Attack, et ce n'est pas pour faire le c'était mieux avant. Pour moi, chaque époque a ses qualités et ses défauts. Mais l'un des gros défauts de l'ère Triple H, c'est le manque de star power régulier dans les shows, et de leur investissement aussi. Je m'explique. Avant, ce n'était pas choquant de voir catcher souvent des John Cena, Randy Orton, Batista, l'Undertaker, Shawn Michaels, Edge, Jeff Hardy, Rey Mysterio et compagnie. Même les champions du monde catchaient régulièrement. Et sous l'ère Triple H, on a cette impression que les top stars sont trop mises de côté, trop protégées. Elles apparaissent surtout pour les PLE ou bien pour quelques weekly. Certains disparaissent même pendant des semaines sans trop savoir pourquoi. Des fois, il n'y a même pas de blessure, hein. T'as juste l'impression que la WWE ne sait pas quoi faire tout simplement. Et bien du côté de la WWE, ce problème existe beaucoup moins. Généralement, les top stars, les très gros noms qu'on ne voit plus trop, ils sont blessés, hein. Sinon, à Dynamite et parfois même Collision, t'as régulièrement les têtes d'affiche de la compagnie, hein. John Moxley, Samoa Joe, MJF, Swerve Strickland, Adam Page, Will Ospreay, Okada, et j'en passe. Et surtout, ces stars catchent assez souvent et participent au show, parfois même dans des affiches inédites avec stipulation, en se mélangeant même au reste de la carte. Comme si par exemple à la WWE, dans un épisode de Raw, on avait un Roman Reigns contre Penta, gratuit. Et faut savoir qu'à l'AEW, voir des matchs spéciaux en weekly, c'est normal. Comme à une époque où à la WWE, ça osait des ladder matchs en weekly, des steel cage, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus à la WWE, ce serait mentir carrément. Il y a toujours des stipulations des fois, mais c'est pas assez constant. Et souvent pour des rivalités qui ne mènent à rien. Bref, si vous voulez des shows où les top stars sont là pour porter le programme, la W fait clairement le taf. La WWE ne repose pas uniquement sur d'anciens catcheurs WWE ou NJPW. Oui, il y a Moxley, anciennement Dean Ambrose, Samoa Joe, Christian Cage, Copeland qui est Edge, Okada, Kenny Omega, Will Ospreay, mais la compagnie sait aussi construire ses propres stars. MJF, Darby Allin, Adam Page, Swerve Strickland. Oui, Swerve Strickland était à la WWE juste avant, mais il n'a jamais été un visage majeur, hein. C'est à l'AEW qu'il est vraiment devenu une tête d'affiche. T'as aussi des catcheurs comme Roderick Strong, comme Pac, anciennement Neville, tout comme tu peux avoir un Orange Cassidy. Alors lui, on aime ou on n'aime pas, hein, mais niveau comedy wrestling, c'est une pépite. Il est vraiment unique. Chez les femmes, il y a Mercedes Moné, anciennement Sasha Banks, Athena, anciennement Amber Moon, Toni Storm, qui est vraiment dans le même cas que Swerve Strickland pour le coup. Court passage à la WWE où elle n'a pas fait grand chose, et dans les plus gros stars du côté de la AEW. Et la AEW a aussi construit des talents comme Willow Nightingale, Marina Shafir, Julia Hart ou encore Chris Statlander, même si certaines s'étaient déjà fait un nom sur le circuit indépendant. Alors oui, soyons honnêtes, la division féminine reste l'un des points faibles à la AEW. Mais elle progresse. Ajoutez à ça les partenariats avec la New Japan Pro Wrestling et la CMLL, et on obtient un roster ultra riche et profond, avec trop de possibilités, pas toujours les mêmes. En plus, la AEW respecte vraiment la division par équipe. C'était carrément l'une de leurs forces dès la création, hein. Une division par équipe vraiment profonde, vu le nombre d'alliances, d'équipes, de factions, de clans. Il y en a tellement que les titres par équipe et les titres trio arrivent à coexister. Côté équipe, on va par exemple avoir FTR, anciennement The Revival, sans doute la meilleure équipe de la compagnie, très bien respectée, les Young Bucks, Jurassic Express, le Bang Bang Gang pour ne citer que. En clan, il y a bien sûr The Elite, dans lequel il y a aussi les Young Bucks et Kenny Omega dedans, les Death Riders menés par John Moxley avec Lojo Castagnoli, anciennement Cesaro, Daniel Garcia, Wheeler Yuta et Marina Shafir, The Demon, un clan formé par Ricochet, les Hobbs avec Samoa Joe, Powerhouse Hobbs et Hook, le fils du légendaire Taz, le Earth Syndicate avec Lashley, MVP et Shelton Benjamin, et plein d'autres, je peux même pas tout citer. On sent vraiment qu'à l'AEW, les équipes et les factions sont importantes. J'ai même l'impression que la WWE a tenté de s'en inspirer, mais je peux pas le prouver.
À part ça, déjà que dans les weekly, comme je l'ai dit, on a de très belles affiches. À l'AEW, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des weekly spéciaux, presque des mini pay-per-view, des shows à thème avec une identité propre, une ambiance différente, parfois une déco spécifique, une atmosphère qui change vraiment. On pourrait comparer ça au Saturday Night Main Event de la WWE, mais version AEW, plus régulier, plus varié et surtout avec des cartes souvent plus ambitieuses. Ça permet de casser la routine, d'offrir des affiches encore plus folles et de créer de vrais rendez-vous. Et côté pay-per-view, c'est exactement la même philosophie, mais en mieux évidemment. Chaque pay-per-view a sa propre identité visuelle, son ambiance, son ton. On n'est pas sur des cartes de 5 matchs ici, hein. On a de vraies grosses cartes, parfois même très longues, trop longues. Mais en même temps, chaque match a le temps d'exister, de respirer, de raconter quelque chose. Donc si tu aimes le grand catch, les gros matchs, les performances in-ring qui marquent, tu vas te régaler avec la WWE. Les pay-per-view les plus importants restent All In, leur WrestleMania en termes de taille et de portée, Double or Nothing, historique et toujours très généreux, hein. Révolution, souvent avec de très gros matchs, et Full Gear, assez fiable quand même comme pay-per-view. Après c'est souvent le cas des pay-per-view en général, hein. On dirait que dans chacun d'eux, tout peut arriver. Un changement de titre, une surprise, un retournement de situation, rien n'est figé, c'est moins bridé, les histoires avancent vraiment. Les titres changent de main plus régulièrement. Bon, après ça dépend lesquels aussi, j'avoue. Mais t'as beaucoup moins ce sentiment que tout est mis en suspens en attendant les grands événements. La compagnie est moins lisse, elle respire. Et ça, c'est très bien. Qu'on soit d'accord, la EW n'est pas une compagnie parfaite. Elle a beaucoup de défauts, comme toutes les compagnies. Moi, ce que je reproche par exemple, c'est le nombre de ceintures, un roster un peu brouillon bien que qualitatif, une division féminine pas très au top, et puis leur version catastrophique de la ROH. Mais au moins, la EW est une compagnie vivante, avec son identité. Elle est imprévisible, généreuse en termes de match, de qualité, et surtout, c'est une compagnie qui ne prend pas les fans pour des cons. Elle nous respecte un minimum. Donc si tu veux ressentir à nouveau ce pourquoi tu aimes cette discipline, la EW mérite clairement une chance. Maintenant, tu te dis, c'est bien beau, tu parles beaucoup. Mais comment on regarde? Bah, il y a plusieurs solutions, hein. Il y a HBO Max avec un VPN sur le serveur US, il y a Prime Video et il y a la chaîne Warner TV Next. Tous les mardis à 21h45 pour Dynamite et même heure les jeudis pour Collision. Après, il y a sûrement d'autres solutions, hein, mais on reste dans le légal ici. Bref, c'est tout pour moi, hein. Si t'as aimé la vidéo, hydrate le bouton like. Et dis-moi en commentaire, t'es plutôt AEW, WWE ou comme moi, juste un fan de catch qui veut se faire plaisir, tout simplement. Ou peut-être même que tu t'en fous et que t'as juste regardé la vidéo pour mes beaux yeux. recule, recule. Sur ce, What do you know?